Et pour terminer la capsule maintenant, on va regarder un peu, donc vous avez toutes les connaissances de base. Dans les prochaines capsules, on pourra pousser ça davantage à des situations plus spécifiques pour chacune des hormones à l'étude. Mais pour terminer les généralités, maintenant que vous avez des connaissances de base, comment on peut réagir? En fait, quand une hormone, qu'elle soit liposoluble ou hydrosoluble, ou si vous préférez stéroïdienne ou peptidique, c'est quoi les effets généraux qu'on va avoir après avoir stimulé la cellule cible? Et surtout, quel facteur, à votre avis, peut influencer l'effet d'une hormone en termes d'intensité? Autrement dit, pourquoi une hormone A peut être beaucoup plus puissante qu'une hormone B? Ou dans une situation A, pour la même hormone, pourquoi des fois on a plus d'effets ou non? OK? C'est la même hormone. Et aussi la complexité de la réponse. Là, je parle tout le temps d'une hormone, mais qu'est-ce qui arrive quand on a plusieurs hormones qui agissent en même temps, ce qui est en fait la réalité. On ne fait pas juste une hormone à la fois, généralement, il y a plusieurs hormones. Donc, ça va être les derniers sujets, puis ensuite, je vous libère, la capsule sera terminée. Donc ici, les triangles symbolisent les hormones. On ne sait pas, ça peut être une hormone liposoluble ou hydrosoluble, ça n'a pas d'impact. Généralement, on va jouer au niveau de différents effets. On les a vus un petit peu en début de capsule, les effets généraux des différentes hormones. Là, on pousse un peu plus loin, mais c'est encore des effets généraux. Et je colle au même point. Écoute, c'est matière à examen, il faut les savoir un peu, avoir une idée générale, mais je l'ai dit tantôt en début de capsule, pour moi, ce qui est beaucoup plus important pour le soin infirmier, c'est d'être capable justement d'apprendre éventuellement dans les prochaines capsules les rôles spécifiques de l'insuline, du glucagon ou de toute autre hormone qui sera matière à examen. C'est ce qui va vous servir le plus dans votre carrière. Okay? Pour deux raisons. Parce que ces hormones-là, soit quand elles sont produites en trop grande ou en trop faible effet, il y a un impact médical que vous allez pouvoir déduire. Puis ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a des médicaments qui vont imiter l'effet d'une hormone ou bloquer l'effet d'une hormone. Puis là, il faudra être capable aussi éventuellement, quand vous serez rendu là dans votre deck, de déduire l'impact biologique. Parce que si vous trompez de médicament, ou le médecin, en fait, se trompe de médicament, puis là, vous vous rendez compte, on a un effet A, puis là, on va rempirer l'effet A. Ça aurait pris l'autre médicament qui ferait l'effet contraire, puis si on veut rétablir. Donc ça, c'est le genre de réflexe que je veux que vous ayez un jour. Mais pour avoir ça, il faut connaître justement les fonctions. Fait que si je vous dis que je donne une nouvelle drogue qui émite l'effet de l'insuline, puis une autre drogue qui donne l'effet du glucagon dans votre tête, vous devez comprendre c'est quoi le problème chez la personne, baisse ou forte glycémie. Le médicament, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, moi, je dirais l'action d'une hormone naturelle qui s'appelle glucagon ou insuline selon la situation, je vais donner un médicament qui va bloquer l'effet d'une de ces hormones-là ou activer l'autre. Là, ça dépendra. Mais c'est là que je vais vous amener. Et pour arriver là, il faut connaître les fonctions des hormones. Donc, beaucoup moins important ici, justement, on n'est pas dans la spécificité. On est dans le général. Mais ceci étant dit, une hormone, c'est pas compliqué. Tous les hormones de votre corps que vous allez apprendre dans votre deck rentrent dans une de ces cases-là. Donc, il y a des hormones qui vont stimuler le relâchement de certaines molécules au niveau de certaines cellules. Ça peut pousser à la mitose. Donc, il y a des hormones qui vont dire vraiment multiplie-toi, fais des bébés cellules entre guillemets pour réparer une peau qui est brisée ou pas. Donc, ça va. Si vous êtes en croissance, le petit enfant va développer des muscles, des os, une masse, il grandit. Donc, ça prend beaucoup de mitose. Donc, ça aussi, il y a des hormones qui poussent là-dessus. Il y a des hormones qui favorisent l'activation de certaines enzymes ou au contraire, empêchent l'action de certaines enzymes. Donc, qui vont modifier les processus chimiques, métaboliques. Croissance cellulaire, pour moi, ça va être la reproduction. Donc, ça va. Contraction, on pense tout le temps que c'est des influx nerveux, mais il y a au moins une hormone que vous allez étudier, l'ocytocine, qui provoque la contraction de certains muscles. On va le voir au niveau d'une mère qui allaite ou qui accouche, donc les muscles au niveau de l'utérus ou encore au niveau des seins pour éjecter le lait ou éjecter le bébé, favoriser l'accouchement. Puis la perméabilité, ça veut dire que la cellule devient plus perméable ou non à une substance comme le glucose, donc on augmente le transport ou non. Donc ça va, c'est des choses qu'on sait déjà. Bon, maintenant, ce que je viens de vous dire, c'est évidemment des choses qu'on avait vues un peu en début de capsule, et que j'ai passé plus vite. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui peut influencer l'intensité de la réponse cellulaire. Donc, pour une hormone A versus une hormone B, qu'est-ce qui fait que l'hormone A est plus puissante que l'hormone B? Ou pour la même hormone, pourquoi que dans une situation A versus une situation B, pourquoi que l'hormone A est plus puissante dans la première situation que la situation B? Donc, je pose la question, il y a des éléments, des notions que vous connaissez déjà, qui peuvent expliquer qu'une hormone va avoir beaucoup plus d'effet qu'une autre. Et déjà, le taux d'hormones en circulation, ça va de soi, hein? Si je vous dis que vous produisez 20% d'hormones ou 300%, est-ce que tout le monde comprend que plus que j'ai d'hormones, plus que je risque
d'augmenter son effet. Si votre glande travaille juste à 10%, vous avez un problème glandulaire, la glande ne fonctionne pas, elle a eu des dommages, peu importe, mais tu produis 20 fois moins d'hormones, tu vas avoir 20 fois moins d'effets. C'est peut-être pas toujours corrélé directement, mais on s'entend qu'il y a moins d'effets. Donc, évidemment, la quantité d'hormones va affecter. Et qu'est-ce qui affecte la quantité d'hormones? Donc, le fait que j'en ai plus ou moins va moduler, évidemment, la fonction biologique. Si tu as beaucoup de testostérone en forte concentration, il va avoir un impact plus fort que si tu en as peu. Maintenant, l'autre question qui est subséquente à ça, qu'est-ce qui fait que je vais avoir plus ou moins d'hormones? Bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, la vitesse de production de la glande. Si vous avez 20 ans et vous êtes en santé, c'est possible que votre glande, qui est relativement neuve d'un certain point de vue, produise à 100% et elle est très efficace. À 95, ça se peut que votre glande commence à montrer des signes de paresse et est moins efficace. Donc, la vitesse de production de la glande, les processus chimiques associés à la production peut être plus faible. Et là, dans ce cas-ci, si c'est plus faible, ben, il en produit moins. Si en produit moins, j'en ai moins en circulation sanguine, donc j'ai moins d'effet. Donc, évidemment, la vitesse de production peut varier selon ton âge, selon que tu es en santé ou non, selon des facteurs génétiques qui font que dès ta naissance, ta glande produit trop ou pas assez. Donc, il y a plein de maladies du système endocrinien comme ça. Puis des fois, ça peut être des troubles génétiques, pas à la naissance, pas héréditaires, mais qu'on a eu des mutations avec le temps, puis des problèmes X ou Y qui fait qu'on peut aussi modifier l'activité d'une glande. Donc, ça, évidemment, ça va affecter le taux ou la concentration, ou la quantité d'hormones en circulation. L'autre chose qu'on oublie tout le temps, c'est pas la vitesse de production, ça vous y pensez, mais la vitesse d'élimination. Je pose la question, est-ce que l'hormone peut rester là 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de vos jours? Bien sûr que non. Si la situation est terminée, vous étiez en hyperglycémie, on ramène le glucose à une concentration normale, mais si vous avez encore de l'hormone, de l'insuline qui baisse, bien là, vous allez tomber en hypo. Donc, ça ne marche pas. Alors, quand le stimulus est terminé, quand on est revenu à l'équilibre, il faut arrêter de produire de l'hormone, bien sûr, mais il faut aussi l'éliminer, ce qu'on oublie tout le temps. Donc, il y a des enzymes spécialisées pour certaines hormones qui vont, de façon spécifique, détruire, dégrader, briser l'hormone en circulation. Il y a les reins aussi qui filtrent le sang et qui vont envoyer certaines hormones dans l'urine. Donc, quand on dose l'urine, on peut retrouver la présence de certaines hormones. Et quand elle est en forte concentration sanguine, bien souvent on en retrouve plus dans l'urine, évidemment. S'il y en a plus, bien, les reins en éliminent plus, évidemment. Et cette élimination-là, tout comme la production d'une glande, va varier. Vous avez suite à une infection urinaire, cancer du rein, des vieux reins, inflammation au rein, mettons, on fonctionne moins bien, il y a des lésions, peu importe, ben, peut-être que le travail va moins bien se faire. Donc, la vitesse d'élimination va être affectée. Génétiquement, vous avez des enzymes de dégradation, vous en produisez moins pour une hormone donnée, ben, vous avez tendance à avoir des surplus d'hormones, ce qui va faire comme une suractivité de la glande. Un sureffet biologique. Au contraire, vous avez trop d'enzymes qui dégradent, parce que les gènes sont hyper activés pour X raisons, ben, on élimine trop vite. Donc, peu importe la raison, que ce soit par les reins ou une réponse enzymatique ou génétique, la vitesse d'élimination va jouer. Si vous éliminez trop vite, vous n'aurez pas d'effet. Si vous éliminez trop lentement, vous allez avoir trop d'effet. Donc, il doit y avoir une balance entre le niveau de production versus l'élimination de l'hormone, évidemment. Et il y a la nature chimique. Je dis ça différemment de ce qui est écrit. On dit demi-vie variable. Donc, c'est comme la durée de vie de l'hormone qui est hautement variable par sa composition chimique. Une hormone comme la testostérone dure environ, en termes de demi-vie, autour de 12 jours. C'est pas précis à ce point-là. Ça peut être plus ou moins quelques jours, mais la durée de vie est très longue par rapport à d'autres hormones qui peuvent être 12 heures. Okay? Donc, c'est la nature de la molécule qui fait qu'elle est plus résistante, qui résiste plus à la dégradation et tout ça, et qui fait en sorte que, ben là, l'effet pour une quantité équivalente d'une hormone A versus une hormone B, mais si l'hormone A a une demi-vie beaucoup plus élevée, donc elle dure plus longtemps dans le corps, ben l'effet va être prolongé, évidemment. C'est plus dur de l'éliminer, donc évidemment, elle va durer plus longtemps. Alors, ces trois facteurs-là viennent influencer la concentration d'hormones, et évidemment, plus que vous avez d'hormones, normalement, en théorie, plus vous risquez d'avoir d'effets. En même temps, il ne faut pas penser que juste la quantité d'hormones, c'est sûr que c'est le premier effet qu'on pense, mais un autre facteur qui va expliquer ça, c'est le nombre de récepteurs. Et si je fais un petit dessin ici, cellule A qui a un récepteur pour une quantité d'hormones, cellule B, j'ai 40 fois plus de récepteurs.
Là, c'est sûr que la quantité d'hormones va jouer, mais si, mettons, vous êtes en surplus d'hormones, mettons, on y va avec des chiffres qui n'ont pas rapport, mais pour qu'on comprenne, j'ai un récepteur pour la cellule A, j'en ai 4 ici. Donc, mettons, j'ai 8 hormones ici. Donc, mon taux de production est correct. Généralement, on produit plus d'hormones que nécessaire, justement, pour s'assurer que l'ensemble des cellules cibles soient stimulées. Maintenant, 8 hormones, donc je pourrais en mettre une ici, j'aurais un effet. Alors qu'ici, je peux en utiliser 4. Et là, vous allez me dire, ouais, mais j'en ai quand même 4 qui n'est pas utilisé, ce qui est normal. On est en surplus, ces 4-là ne servent à rien. Mais une chose est sûre, c'est que là, je n'ai pas un problème de production ou de vitesse d'élimination trop vite ou pas assez de production. Parce que c'est sûr que si la production est faible, j'ai juste une hormone, l'effet est pareil. J'agis sur un récepteur, j'avais juste une hormone. Donc, quand même bien que j'ai 40 récepteurs, mais j'ai juste une hormone, ça ne marche pas. Par contre, à taux d'hormone égal, à concentration égale, ben là, j'ai, mettons, 8 hormones en termes de concentration. Ben ici, je peux juste avoir une hormone qui agit, il m'en reste 7, mettons, qui ne sert à rien, c'est correct. Ici, il y en a 4 qui réagissent, j'en ai 4 de trop. Mais une chose est sûre, c'est que pour cette concentration égale de 8, cellule B, l'effet va être beaucoup plus fort. Parce que là, j'ai 4 fois plus d'hormones qui est accroché qu'ici. Donc, le fait que j'ai plus de récepteurs va augmenter l'effet. Ça, c'est bien important de le comprendre. Et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on peut avoir plus ou moins de récepteurs? Donc, la première cause qui n'est pas écrite, puis c'est peut-être la plus importante, c'est une cause génétique. Vous avez hérité de vos parents de certains marqueurs génétiques, et il y a des gens génétiquement qui ont plus de récepteurs pour une molécule donnée que d'autres. Ça, on ne peut rien faire, on vient au monde comme ça. Vous avez peut-être plus de récepteurs à l'insuline que votre voisin, c'est possible. Donc, dans ce cas-ci, l'effet de l'hormone, plus qu'il y a de récepteurs, bien, plus ça va être facile de stimuler. Mais pour une personne donnée, la génétique, on ne peut pas contrôler ça, mais pour la même personne, peu importe sa génétique, au cours de sa vie, la cellule va jouer avec ses récepteurs. Je peux vous dire que dans une journée, le matin puis le soir, vous n'avez pas le même nombre de récepteurs. Selon ce que vous avez mangé et tout, ça va affecter. Exemple, si vous avez beaucoup d'hormones versus vous n'avez pas beaucoup, bien, le récepteur de cette hormone-là va faire en sorte qu'on va augmenter sa production de récepteurs ou non. Donc, le simple fait d'avoir de l'hormone dans le sang va moduler l'expression du récepteur. Donc, contrairement à ce que vous pensez tout le temps, vous avez toujours l'impression que les récepteurs, ça ne bouge pas et tout, ce qu'on vous enseigne jamais en classe, et je le fais aujourd'hui, mais pas assez souvent à mon goût, vous allez probablement l'oublier, mais gardez en tête que ces protéines-là, on passe notre temps à les détruire, à les reconstruire. Au moment où je vous parle, j'en ai peut-être 100. Dans une heure, j'en vais avoir 50. Demain, il va m'en rester 3 ou j'en aurai 300. Ça varie selon les situations de la vie. Et donc, votre cellule, on passe notre temps à construire des protéines et à les défaire. Mais les récepteurs, c'est des protéines, généralement, puis on les construit, on les défait selon nos besoins. L'activité de la cellule, donc le fait, justement, qu'il y a des processus métaboliques qui enclenchent ou non la production de récepteurs. Le développement de la cellule aussi. Une jeune cellule versus une cellule plus âgée n'aura pas le même stade de développement, donc le même stade de production. Et comme je vous disais, à 8 heures du matin et à 8 heures du soir, c'est pas retenir le mot, mais on appelle ça le cycle circadien, c'est comme une horloge biologique. Et on sait maintenant qu'à tel moment de la journée, la plupart des êtres humains, on est naturellement disposés à activer certains gènes qui permettent la construction de récepteurs ou sa destruction indépendamment de ce qu'on vit. Donc, il y a même l'heure de la journée qu'on ne se rend pas trop compte qui fait qu'on peut affecter le nombre de récepteurs. Donc, ces facteurs-là, c'est tous des facteurs qui vont faire en sorte qu'on augmente ou on baisse le nombre de récepteurs. Et évidemment, il faut comprendre que plus que j'ai de récepteurs, bien, plus qu'on devrait être capable de réagir à une hormone. Et moins que j'en ai, bien évidemment, moins que je réagis. Et le dernier facteur qui est votre soi, ça dépend de la sorte de l'hormone. L'hormone A versus l'hormone B. La testostérone, l'estrogène, qui sont des puissantes hormones sexuelles qui ont des gros effets sur l'ensemble des cellules du corps, puis qui modulent l'activité de beaucoup de gènes, ben, aura un effet beaucoup plus fort que certaines autres hormones, exemple la mélatonine, qui va avoir une action plus locale pour provoquer un endormissement. C'est pas du tout la même chose. Donc déjà, la sorte d'hormone fait en sorte qu'on peut influencer l'intensité de la réponse cellulaire. Donc, on dirait que j'ai dit beaucoup de choses, mais en fait, pas tant, puis c'est relativement simple. Hein? On dirait qu'il y a beaucoup de concepts ici, mais dans le fond, c'est juste la grosse logique. La question est en noir ici. Je vous demande de m'expliquer qu'est-ce qui fait varier l'intensité d'une réponse cellulaire en termes d'hormones. La première chose, c'est la quantité d'hormones. Plus qu'il y en a, plus que j'ai un impact. Moins qu'il y en a, moins que j'ai une réponse. Le nombre de récepteurs, même chose. Plus que j'ai de récepteurs, plus qu'il va réagir à l'hormone. Moins que j'en ai, moins que je vais avoir de stimulation. Puis il y a la sorte de l'hormone, la sorte d'hormone aussi qui va permettre d'expliquer comme ça
Ben, pour cette hormone-là, de façon naturelle, elle est plus puissante, elle a plus grande activité, elle provoque plus de réponses cellulaires différentes que l'autre. Là, c'est la nature, la sorte de l'hormone, sa fonction, sa structure chimique. Ça, c'est une autre histoire. Et ce qui est en pico ici, ben, c'était simplement pour vous expliquer qu'est-ce qui affecte la quantité d'hormones ou qu'est-ce qui affecte la quantité de récepteurs. Mais en gros, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est relativement simple à comprendre. Et là, la super question, parce qu'évidemment, quand on vous parle, on a toujours l'impression que c'est l'action d'une hormone A, B, tout ça. Maintenant, je prends une hormone hydrosoluble. Je pose la question, est-ce que vous pensez qu'à la surface de la cellule, j'ai juste une sorte de récepteur pour une hormone, ou je peux avoir des récepteurs différents? Tu sais, exemple ici, là, mettons de l'insuline, si l'hormone A va dire, j'ai un récepteur A. Bon, je peux avoir plusieurs récepteurs A, bien sûr. Je n'ai pas juste un récepteur. Donc, je peux avoir des milliers de récepteurs à l'hormone A, à l'insuline, exemple. Mais ça se peut-tu que cette cellule-là va répondre aussi au glucagon, qui est une hormone B, puis à la testostérone? Ouais. Fait que, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai des centaines de récepteurs différents. D'une cellule à l'autre, on n'a pas nécessairement le même pattern de récepteurs. Donc, il y a des cellules qui répondent à la testostérone, d'autres non. Il y a des cellules qui répondent à l'insuline, d'autres non. Mais c'est promis que tous les cellules de votre corps n'ont pas juste une sorte de récepteur. C'est impossible. On a beaucoup de récepteurs différents. Ce qui fait en sorte que cette cellule-là peut être stimulée de façon simultanée là, par plusieurs hormones différentes. Puis là, je ne parle même pas des autres récepteurs qui réagissent à d'autres molécules qui ne sont pas des hormones, ce que vous n'étudiez pas au DEC, mais il y a plein d'autres récepteurs. Il y a même des récepteurs. Moi, je les ai étudiés longtemps. C'était un sujet de ma thèse de doc. Là. Des récepteurs de la masse cellulaire. Hein, je travaillais sur la leucémie, je travaillais sur des récepteurs qui permettaient de tuer la cellule cancéreuse. Donc, on donnait des agents chimiothérapeutiques pour tuer. Mais ces récepteurs-là, vous les avez présentement. Il y a des situations dans votre vie où vous devez tuer vos cellules par apoptose. Et ces récepteurs-là, quand ils sont activés, la cellule se suicide. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est juste pour faire comprendre que vous pensez toujours qu'il y a juste des récepteurs aux hormones. C'est parce que c'est ceux-là qu'on vous explique, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on ne vous explique pas. Donc, il y a plein de récepteurs différents pour faire plein de choses différentes. Hein, on va dire ça comme ça. C'est un peu simpliste, là, mais pour l'instant, ça va être comme ça. Maintenant, la question à 100$, est-ce que vous pensez que ces récepteurs-là coopèrent toujours? Eh bien non, c'est ça l'affaire, c'est que des fois la vie, je dis tout le temps qu'en bio, la vie est bien faite, mais des fois on a des interactions opposées, puis ça va bloquer des processus. Ça arrive souvent en fait. Un dessin que j'aime beaucoup qui vient résumer tout ce que je viens de faire, donc tout ce que je viens de faire, c'est en dessin ici. Hein? Donc, on a utilisé un code de couleur, et là évidemment, je ne parle pas des récepteurs de la mort, les autres que vous n'étudiez pas, c'est simplement les récepteurs hormonaux. Donc là, ici, on aurait pu en faire aussi à l'intérieur de la cellule pour les hormones liposolubles, mais on s'est contenté d'en faire à la surface, donc on parle des hormones en fait hydrosolubles ici. Et on vous montre déjà dans un premier temps, selon le type cellulaire, cellule adipeuse, du foie musculaire, bien déjà, selon la sorte de cellule, on n'a pas nécessairement les mêmes récepteurs. Donc une cellule musculaire peut répondre à certaines hormones qui peuvent être différentes du foie ou qui peuvent être communes aussi. On remarque ici que le récepteur de la cellule adipeuse peut avoir un récepteur commun avec la cellule musculaire et la cellule du foie. Exemple, peut-être pour réagir à l'insuline ou au glucagon. Mais, hop, on a un récepteur qui est spécifique ici au niveau du foie qu'on ne retrouve pas sur les autres cellules. Donc, ils ont chacun leur pattern, si vous voulez, d'hormones, et de récepteurs qui réagissent aux différents types d'hormones. Ces récepteurs-là sont différents. Donc, selon la sorte d'hormone qui va réagir, si, exemple, j'active ces deux récepteurs-là, hormone A, hormone B, je vais avoir deux réponses biologiques différentes. Et en fait, ça peut faire trois sortes de réponses. Quand on active comme ça plusieurs récepteurs en même temps, il y a comme trois sortes de réponses cellulaires qu'il faut connaître. Trois exemples. La première qui va de soi, c'est la première qui vient en tête, c'est les types d'interactions qu'on appelle synergiques. Donc, deux hormones peuvent avoir une interaction synergique. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'il y a un effet additif. On amplifie la réponse. Ça veut dire que l'hormone A et B agissent ensemble et, exemple, A contribue à un effet de 30%. B fait la même chose, mais à 40% supplémentaire pour un total de 70%. Donc, on augmente l'effet. Les deux effets s'additionnent, on va dans le même sens. Les deux flèches ici symbolisent simplement que les deux hormones travaillent au même effet, sauf que ça s'additionne. Okay? Donc, c'est le même effet ici. Un bon exemple, l'œstrogène, la progestérone, je ne vais pas entrer en détail, mais quand vous allez faire le système reproducteur, au niveau
du sécutérin, hein, des règles, des menstruations chez la femme, bien, après les règles, qui est en fait une destruction de l'endomètre, qui est, c'est pas à retenir, l'endomètre, c'est une paroi interne de l'utérus, bien, quand ces cellules-là sont détruites, il faut la reconstruire après. Donc, quand les règles sont terminées, les phases qui s'enclenchent après, c'est une reconstruction. L'estrogène va favoriser plein d'éléments, mais entre autres de la mitose et tout, et on reconstruit une partie de l'endomètre. Et la progestérone, bien que les effets vont être similaires, on aura des effets un peu plus forts aussi, un peu différents, mais on vient renforcer l'effet de l'estrogène. Donc, les deux contribuent à reconstruire et à épaissir la couche interne de l'utérus chez la femme, mais même s'il y a des différences, en gros, les deux participent à la reconstruction. Autrement dit, s'il y avait juste l'estrogène, on ne serait pas à 100%, on reconstruirait partiellement l'endomètre, pardon. Mais en plus, si on additionne l'effet de la progestérone, là, on augmente davantage. Donc, c'est deux hormones qui vont dans le même sens. Un autre exemple, c'est l'hyperglycémie. Il y a des hormones qui vont augmenter la concentration de glucose sanguine. Ça peut être des stimuli différents, mais je peux vous dire que le glucagon et l'adrénaline sont utilisés dans des contextes différents, mais l'effet final de ces deux hormones-là, ça remonte le glucose sanguin. L'hormone de croissance aussi. Donc, pour des raisons différentes, si vous produisez, mettons que vous êtes en croissance, puis vous êtes un enfant stressé, bien, la croissance, hormone de croissance, augmente la glycémie. Vous subissez un stress, l'adrénaline contribue aussi à augmenter la glycémie. Donc, dans les deux cas, on contribue à augmenter la glycémie, mais j'ai deux hormones différentes qui font l'effet, donc on va avoir un effet maximisé. Donc, c'est vraiment ça, synergique, c'est qu'on additionne l'effet. Parce qu'on a le même effet pour deux hormones différentes. Donc, ici, ces deux hormones-là contribueraient au même effet et ça augmente l'effet, évidemment. Par opposition, tu peux avoir des actions antagonistes, ça veut dire opposées. Exemple, l'insuline, le glucagon. C'est un exemple, on va l'apprendre dans la prochaine capsule. Donc, même si tu ne le sais pas par cœur aujourd'hui, c'est pas grave, mais l'insuline, son effet, c'est de baisser le taux de glucose sanguin, donc baisse la glycémie. Puis le glucagon fait l'inverse. Donc, on augmente la glycémie. Normalement, tu n'es pas supposé de faire ces deux hormones-là. Parce que le glucagon va être, exemple, en situation quand ton taux de sucre est trop faible, mais je veux le remonter, je fais du glucagon. Puis si tu viens de manger et ta glycémie est dans le tapis, bien là, tu vas faire de l'insuline pour la rebaisser. Mais ça va arriver pour différentes situations parce que le déclencheur, c'est pas toujours un repas. Le glucagon peut être produit dans d'autres situations que vous ne verrez pas, mais ton stress, peu importe. Ou de croissance aussi, c'est démontré, mais peu importe. Si en bout de ligne, je fais ces deux hormones-là en quantité à peu près équivalente, ben, qu'est-ce qu'elle fait la cellule? Là, on a des effets opposés. Autrement dit, il y en a un qui dit augmente, puis l'autre dit diminue. Alors là, on a des effets qui s'annulent, qui vont se nuire. Et ça, c'est des interactions antagonistes. Donc, évidemment, ce n'est pas souhaitable, mais ça arrive très, très souvent. Il y a beaucoup d'interactions dans les cellules. Pensez aux neurones quand on faisait PPSE, PPSI, puis on faisait la sommation. Ben, des fois, il y avait des PPSE, des fois des PPSI, mais souvent, les deux se passaient en même temps. Donc, on était obligé de faire une sommation. Et en gardant ça en tête, je pose la question, quand j'ai des interactions hormonales de type antagoniste, qu'est-ce qui va... Comment on va avoir un effet? Tu sais, s'il y en a un qui augmente la glycémie, puis l'autre qui la diminue, qu'est-ce qui va arriver sur la cellule cible? Comment on va savoir ce qui va se produire au final? Ben, c'est exactement le PPSE, PPSI. On n'appelle pas ça de la sommation, mais je vous dirais que le plus fort l'emporte. Si, exemple, l'insuline, pour une hormone donnée avec un effet, il y en a plus en termes de concentration, ou il y a plus de récepteurs, ou peu importe, bien, le plus fort va l'emporter. J'ai deux effets qui s'annulent, mais c'est rarement 50-50. Là, ça serait nul, puis il n'y aurait rien qui se passe. C'est souvent, je ne sais pas, moi je dis des chiffres au hasard, 70-30, 60-40. Donc, le plus fort va finir par faire un effet. Peut-être pas autant. Si j'avais un 60% juste d'insuline avec zéro interaction, ça serait plus fort. Si j'ai un 60% d'effet d'insuline avec un 40% d'hormones opposées, comme le glucagon, ben, j'ai peut-être un 20% net qui va se produire. Donc, ça va affaiblir, pareil, l'effet, mais il va se faire. Le plus fort l'emporte. Donc, quand j'ai deux actions opposées, au contraire, le plus fort va permettre le résultat final. Mais évidemment, ça va dépendre. Hein? Ça va dépendre de plein de facteurs. Et ça explique, parfois, vous allez voir, plus que vous allez avancer, souvent, c'est pas juste hormonal, souvent, on a des situations, des boucles de rétroaction, comme je parlais, contraires. Une qui dit de vous réchauffer, l'autre de refroidir. Une qui vous dit d'augmenter la pression artérielle, de la diminuer. Et là,
en bio, on simplifie, on met toujours les choses simples, qu'il y a une réponse claire, mais dans la vraie vie, vos patients, c'est souvent ça. C'est une multitude de facteurs inversés opposés, et le plus fort l'emporte, ce qui explique des grands mystères de la vie. 2 patients qui ont 2 maladies identiques, mais il y en a un qui a des symptômes complètement différents de l'autre. Plusieurs causes à ça, mais des fois, c'est des symptômes complètement inversés. Bien, justement pour ça, si j'ai des interactions antagonistes, bien, dans le patient A, c'est l'hormone A, mettons, qui l'emporte sur la B. Dans l'autre patient, le deuxième patient, c'est la B qui l'emporte sur la A. Donc, c'est des effets contraires. C'est pour ça que parfois, on a des effets qui vont contre la logique. Et c'est vrai au point de vue hormonal, c'est vrai au point de vue génétique ou pour plein d'autres processus. Je reviens au cours. Donc, ce qui doit être clair maintenant, c'est la différence entre 2 hormones qui ont une action synergique versus 2 hormones qui ont une action antagoniste, donc qui s'opposent l'une à l'autre. La dernière interaction possible, il y a plusieurs processus biologiques qui vont utiliser ce qu'on appelle l'interaction permissive, donc une permission. Et ça veut dire que j'ai besoin... si je reprends leur dessin ici, les 2 flèches vont dans le même sens, ça s'additionne, c'est synergique. Ici, les 2 flèches symbolisent un qui va contre l'autre, donc on s'annule, en fait, on se nuit. Mais permissif, si je regarde ici, c'est que l'hormone en carré orange ici est nécessaire pour permettre l'action de la deuxième. L'action de l'hormone finale ici ne peut pas se faire tant que la première n'a pas donné la permission. C'est comme si tu veux faire un événement, je sais pas, tu es un enfant, là, puis tu demandes à tes parents, je sais pas, tu as 6-7 ans, puis là, tu veux pas faire tes devoirs, puis tu vas aller jouer avec tes amis, puis là, tu dis à tes parents, je te demande la permission d'aller jouer. Si tes parents disent non, ben, tu continues à étudier, mais si tes parents disent oui, tu as assez travaillé, tu peux aller t'amuser, tu as la permission, tu vas aller jouer. C'est exactement ça, c'est que la première hormone donne la permission au deuxième pour pouvoir jouer. En d'autres mots, si la première n'agit pas, la deuxième ne peut pas avoir un effet. Vous la mélangez souvent avec la synergique. Il faut faire attention parce que synergique, l'effet final est similaire, il s'additionne. Ici, l'effet de la première est complètement différent de la deuxième. C'est juste que la première est nécessaire pour activer la deuxième. Donc, il n'y aura aucun effet ou un effet, mais ça ne s'additionne pas comme effet. C'est juste de permettre l'effet-nement. Et un exemple de tout ça, il y en a beaucoup, surtout dans le système reproducteur, mais j'en prends un peut-être qui est plus simple à comprendre. Ocytocine, prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui produit le lait au niveau des glandes mammaires pour une femme qui va allaiter. Et l'ocytocine permet la sortie, l'expulsion du lait. Donc, l'ocytocine, pour expulser le lait, a besoin de l'action de la prolactine. Et si la prolactine n'agit pas sur les glandes mammaires, ben, il n'y aura pas de production de lait. Puis s'il n'y a pas de lait de produit, ben, il n'y a rien à sortir, évidemment. J'ai allé plus loin que ça, parce qu'il y a des gens, souvent, il y a bien des étudiants qui sont déjà au courant, mais c'est de la culture. Pour l'allaitement ou certains processus reproductifs chez la femme, je peux même vous dire que l'œstrogène a un effet permissif sur ces 2 hormones-là. L'œstrogène vient sensibiliser les glandes mammaires, les seins, pour produire le lait. Autrement dit, avant que la prolactine puisse agir, je dois avoir une première transformation des cellules au niveau des glandes mammaires. Exemple, c'est votre premier enfant. Évidemment, il y a une transformation au niveau des glandes mammaires au point de vue métabolique, génétique, peu importe, pour permettre la production de lait. Je ne peux pas juste dire produisons de la prolactine, on produit du lait, contrairement à ce que tout le monde pense. Au contraire, ça prend des hormones sexuelles qui viennent préparer les glandes mammaires à produire le lait. Donc, une première sensibilisation, transformation des glandes mammaires par l'œstrogène et ensuite la prolactine pour avoir un effet. Ça, c'est une notion de permissif, une interaction permissive. L'œstrogène ici permet l'action de la prolactine. En d'autres mots, si on n'a pas d'œstrogène ou très faible, les ovaires produisent moins d'hormones sexuelles, la prolactine, je pourrais bien t'en donner un médicament en tonnes, il n'y aura pas d'effet. C'est démontré d'ailleurs dans la littérature, ça prend une première action de l'hormone sexuelle. Ça, c'est une interaction permissive. La prolactine ne sera pas additif, c'est pas synergique, ça ne va pas s'additionner. L'œstrogène n'a aucun rapport dans la production de lait de façon directe. On ne produit pas de lait, on prépare le terrain. Et si le terrain est bien préparé, les cellules sont transformées, là, on est prêt à réagir. Autrement dit, l'œstrogène va augmenter le nombre de récepteurs à la prolactine. Donc, quand il y en aura, on va pouvoir réagir. Mais si tu n'as pas de récepteurs, ben, on ne réagit pas à la prolactine. Okay, c'est pour ça que je parle de sensibilisation. Ça, c'est un élément permissif. Donc, l'hormone A doit être produite pour que la B puisse fonctionner. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, ça termine cette petite capsule. Premièrement, ce qui s'en vient pour vous, à partir de la prochaine capsule, on va étudier beaucoup plus en détail
des hormones spécifiques. Donc, la prochaine capsule devrait porter surtout sur les hormones indépendantes de l'encéphale qui ne fonctionnent pas avec le cerveau. On va voir qu'il y a comme deux grandes voies. Tu as le cerveau avec l'hypothalamus, l'hypophyse qui produit certaines hormones clés qui auront des impacts dans le corps. Puis tu as des voies indépendantes qui ne fonctionnent pas du tout avec cette voie-là. Donc, exemple, les hormones du pancréas, ce qui va être le sujet du prochain cours, donc le contrôle de la glycémie, entre autres. On va parler de diabète et tout ça. Et éventuellement, l'autre capsule plus tard, ben là, on parlera des hormones avec l'encéphale, donc hypothalamus, hypophyse, mais ça, c'est un autre sujet. Puis, la dernière capsule qui terminera la session, ça sera les hormones au syndrome d'adaptation, au SGA, donc syndrome général d'adaptation au stress, comment on se protège des stress. Et là, vous aurez tout en main pour l'examen final. Donc, je vous souhaite une excellente étude. Comme toujours, vous ne gênez pas si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir, par Mio. Et on se revoit dans la prochaine capsule. Bonne étude tout le monde.